7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner. Une rentrée sociale chargée avec des mouvements de protestation, de colère, de gronde peut-être aussi. Chacun jugera et puis chacun verra aussi en fonction des manifestations qui se profilent à l'horizon. Et justement, nous avons décidé de recevoir une chercheuse, Magali Della Souda. Bonjour, vous êtes historienne et politiste. On songe à ce grand mouvement de gronde et de colère sociale qui a débuté en France le 17 novembre dernier. Vous l'avez analysé avec 70 autres chercheurs. Vous avez tenté de comprendre les logiques de ce mouvement. Et tout d'abord, une question, comment faire pour nommer les choses devant un phénomène finalement aussi polymorphe, aussi multiple dans ses facettes, dans ses motivations, dans ses revendications. Comment l'appréhender, Magali Della Souda ? Alors bonjour. Comment l'appréhender ? Il me semble que le rôle que nous avons, nous, chercheuses et chercheurs en sciences sociales, qui faisons de la recherche publique, c'est de mobiliser nos connaissances et nos savoir-faire disciplinaires dans une approche justement croisée, à partir de différents points de vue, pour rendre intelligible ce qui, par la multiplicité des supports de communication, les réseaux sociaux, ce que les journalistes en disent, ce que les hommes politiques en disent, ce que les Gilets jaunes eux-mêmes ont dit de leur mouvement, ce qui apparaissait comme une grande confusion. Et donc, nous, au lendemain de la première journée d'action, dans mon laboratoire, nous avions un désaccord avec une de mes collègues qui ne pratique pas les mêmes méthodologies que les miennes. Elle est plutôt sur des méthodes quantitatives et moi plutôt sur des méthodes qualitatives. Et on s'est dit, il faut faire un appel à la communauté scientifique pour confronter nos points de vue. Et mettre ensemble donc nos données pour rendre de l'intelligibilité à ce mouvement. Mais jusqu'ici, on avait l'habitude, à moins que vous ne soyez pas d'accord, Magali Della Souda, avec des mouvements sociaux qui étaient généralement, qui visaient une mesure particulière ou qui étaient en colère parce qu'il y avait une réforme spécifique dont ils souhaitaient par exemple l'abrogation. Là, on a affaire à quelque chose de complètement nouveau. Comment finalement parvenir à réunir ce qui est épars ou à considérer que des gens aussi différents, des mères célibataires, des militants de droite comme de gauche, bref, comment faire en sorte que tout ceci prenne sens ? Bien, ça, c'est tout le travail de mobilisation, effectivement. Au départ, on a l'impression qu'il y a un mot d'ordre commun, c'est cette fameuse taxe sur les carburants, qui n'arrive pas non plus de nulle part. Il y avait déjà eu des protestations sur les 80 km/h. Et sur les réseaux sociaux, ce sujet-là donc, a été relayé et monté tout au long du mois d'octobre. Et ce premier mot d'ordre, en fait, à partir de la journée du 17 novembre, il a rapidement été supplanté ou complété par d'autres revendications. Et ça, qui ont posé la question de la justice sociale, des conditions d'existence, de vivre par son travail. Et ça, effectivement, c'est quelque chose d'assez nouveau, puisqu'habituellement, les mouvements sociaux élargissent leur mot d'ordre ou les transforment, on l'a vu avec la Manif pour tous récemment, dans des périodes un petit peu plus longues et en fonction aussi de la réponse que les autorités vont faire à leurs demandes. Or là, très vite, on a vu émerger d'autres demandes et il a fallu, pour nous, pour comprendre ce qui se passait, nous citoyens, nous chercheuses, investiguer avec des vrais matériaux empiriques. Mais est-ce que c'était d'autres demandes ou d'autres gens qui arrivaient donc avec d'autres demandes ? Et c'est bien là toute la question. Il y a d'abord une grande difficulté, c'est qu'avant le 17 novembre, c'était un mouvement de clavier. On a vu ce mouvement d'abord sur la toile, sur les réseaux sociaux. C'est ce que vous appelez un mouvement de clavier. Oui, c'est-à-dire que la mobilisation, elle se donnait à voir de cette manière-là. Et donc, on a vu des groupes affiliés ou associés à certains courants politiques, reliés avec beaucoup d'intensité. Moi, à cette époque-là, je travaillais sur les suites de la Manif pour tous et les recompositions des droites autour des questions de genre. Donc, j'avais ce prisme, cette entrée-là par les groupes Facebook qui avaient une sympathie pour cette protestation contre l'État, contre une taxe supplémentaire. Et entre les gens qui se mobilisent sur la toile et les gens qui participent au mouvement le 17, il n'y a pas tout à fait les mêmes populations.
Et le 17, il y avait effectivement ces revendications-là avec des blocages. Et puis, il y a eu aussi des gens des gens de sensibilité plutôt de gauche ou sensibles à la question sociale qui sont aussi arrivés là. Parce que pour eux, cette mesure, c'était pas tant un problème d'écologie que de justice. Et au fur et à mesure du mouvement, on a eu deux choses. Effectivement, une partie des premiers manifestants qui ont disparu, qui ont été remplacés par d'autres personnes avec une sensibilité de gauche plus affirmée, même si la majorité des Gilets jaunes interrogés a toujours mis de côté et mis à distance la politique conventionnelle, les partis, les syndicats. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils sont apartisans. Certains considèrent que le mouvement est apartisan, apolitique. Ils ont une étiquette politique, mais ils la mettent de côté. Ils n'en ont plus parce qu'ils sont dégoûtés par les partis politiques traditionnels, Magali Della Souda. On a eu tout ça. Alors effectivement, quand on demandait aux gens de se situer sur une échelle gauche-droite, la majorité d'entre eux, au début, ne voulaient pas se situer, avec souvent des commentaires sur « ils nous ont tous déçus, on ne se reconnaît pas, ça ne veut plus rien dire ». Et quand les gens se situaient, c'était plutôt majoritairement à gauche. Et on a vu le mouvement se gauchiser, les réponses devenir de plus en plus à gauche, avec un petit pôle aussi très à droite. Donc 7, ça correspond au Rassemblement national, voire pour certains au-delà. Et des mouvements aussi, quand on nous dit moi j'aime bien Asselineau, on ne sait pas toujours. Asselineau, donc. Voilà, l'UPR. L'UPR, un parti que je vais vous laisser qualifier d'ailleurs. Justement, on a du mal à le qualifier parce que quand on creuse avec les gens en entretien ce que ça veut dire pour eux et ce que ce parti représente pour eux, on voit qu'il y a des thématiques ou des. Alors l'UPR avait quand même, pardonnez-moi, je vous ai coupé, il avait quand même une demande qui relevait du Frexit, de la sortie. Tout à fait. Donc une tonalité très anti-européenne. Ça, c'est indiscutable. Mais après, voilà, sur la question des valeurs, c'était beaucoup plus complexe et ça mériterait vraiment des investigations qualitatives très approfondies. Et justement, Magali Della Souda, si on vous demandait, je sais que c'est une question un peu embêtante, mais de nous dire si il y avait plutôt un centre de gravité à droite, à gauche, ailleurs dans ce mouvement, que diriez-vous ? Alors avec toujours beaucoup de prudence parce que là encore, quand on passe des questionnaires en manif ou sur les lieux d'action, on est dans un contexte très particulier. Les gens nous prêtent aussi, à nous, chercheurs des idées, des tendances politiques, et il y a des biais de jugement. Donc on a plus tendance à exprimer des positions à gauche et on va euphémiser les positions en faveur du Rassemblement national. Alors que sur Facebook, nos collègues qui ont investigué, eux, voient davantage de Rassemblement national. Mais dans toutes nos enquêtes, on a quand même un gros pôle qui rejette la politique conventionnelle. Ça, c'est le gros pôle. Et au fur et à mesure du mouvement, effectivement, on a vu des réponses à gauche s'accentuer. D'une part, parce qu'il y a eu un changement de population, comme je vous l'ai dit. Et d'autre part, l'hypothèse que nous faisons, c'est qu'il y a une politisation dans le mouvement. C'est qu'en fait, les gens, en se côtoyant, notamment sur les ronds-points, et en discutant avec des gens qui viennent d'horizons différents, mais qui mettent en forme la protestation et la colère avec leur schème, avec leur façon de voir plutôt à gauche, puisqu'il y a quand même pas mal de militants qui étaient aussi sur les ronds-points, eh bien, on fait l'hypothèse que ça a eu des effets de politisation. Comment retrouver ce mouvement dans les élections européennes, dans le résultat des élections européennes, Magali Della Souda ? Alors ce mouvement, comme on l'a constaté, comme vous avez pu le voir, il ne s'est pas traduit en termes de voix aux élections européennes. Les listes jaunes ont recueilli autour d'1% et la présence de gilets jaunes sur d'autres listes n'a pas forcément été un facteur qui a permis de capter des voix. C'est pas très surprenant parce que les élections européennes, ce sont des élections où les classes populaires votent peu. Et c'était un scrutin où, de toute façon, une partie des personnes que nous avons interrogées nous disaient déjà que ça ne les intéressait pas, c'est pas leur horizon d'action. Et puis, voilà, il y avait d'autres polarisations, donc c'est pas très étonnant que ça ne se soit pas traduit. En revanche, les municipales vont vraiment poser la question de la traduction du mouvement. D'abord parce que c'est un échelon qui est plus accessible, parce qu'on voit effectivement qu'il y a des gilets jaunes qui depuis quelques mois, se tournent vers ce type d'action-là, qui leur semble un horizon d'action possible et envisageable. Et là, à mon avis, on aura peut-être des choses plus intéressantes. Pas forcément dans les grandes métropoles, mais je pense aux petites communes.
Si maintenant on essaye de répondre à quelques questions simples avec, j'imagine, des réponses compliquées derrière, mais par rapport à l'écologie, que voulaient ces gens? Alors, ce que l'enquête a montré, et il y avait eu déjà des intuitions dans ce qu'avaient fait nos collègues de Toulouse à partir des comptes Facebook, dans les échanges qu'ils avaient repérés, ils avaient pointé quand même une sensibilité à l'écologie dès le mois de novembre. Et nous, ce qu'on a pu mettre en évidence de manière très saillante, c'est qu'effectivement, les Gilets jaunes ne sont pas anti-écolos. La question du climat et de l'environnement est une question qui est très prégnante pour eux. Mais la manière dont le gouvernement répond à ces enjeux en taxant les carburants destinés aux véhicules des particuliers et en exonérant aussi certains carburants de taxation, par exemple, pour eux, c'est une écologie qui est injuste. Et ce n'est pas comme ça qu'on va changer les choses. Il y avait un indice qui était intéressant dans les questionnaires qu'on a fait passer, c'est quand on demandait aux gens, par exemple, s'ils étaient prêts à boycotter les grandes surfaces ou à consommer autrement pour exprimer leurs revendications. On avait des réponses qui étaient importantes. Avant le 8 décembre, autour de 40%. Autour du 8 décembre, on est à 48%. Et puis après, ça va ne faire que monter. Donc il y a des transformations des pratiques du quotidien. Et puis, si je peux ajouter quelque chose, construire une cabane sur un rond-point, passer du temps ensemble. Quand les cabanes ont été évacuées, on s'est posé la question, les Gilets jaunes se sont posé la question de qu'est-ce qu'on fait de ce commun qui était en train d'être construit. Et quand cela a été possible, il y a différents ronds-points qui se sont transformés, qui ont réinvesti les potagers, qui ont réinvesti cette tradition du jardin, qui est une culture ouvrière. Et on a aujourd'hui un réinvestissement de ces pratiques-là, des marchés de citoyens qui mettent en lien les producteurs locaux avec les populations, notamment précaires, qui témoignent d'une praxis écologique populaire. Une pratique, une volonté donc Oui. De soutenir l'écologie. Sur la place des femmes dans le mouvement, Magali Della Souda. Alors, ça a été quelque chose qui a été souligné dès le début par vos confrères et consoeurs. C'est un mouvement où on a vu les femmes. On les a vues parce qu'il n'y avait pas de porte-parole instituée. Et de fait, le regard des médias et le regard des chercheurs s'est tourné vers les participantes et participants ordinaires. Et donc, c'est un mouvement, la pétition de Priscilla Ludowski, le coup de gueule de Jacqueline Moreau, les interventions d'Ingrid Levavasseur. Il y avait ces femmes ont été un petit peu les premières figures de proue du mouvement, et donc on a eu un peu l'illusion que c'était une singularité. Il faut rappeler que dans tous les mouvements sociaux, il y a toujours eu des femmes. Moi, j'ai fait une enquête sur la Manif pour tous. On est à peu près au même taux de réponse hommes-femmes dans les cortèges de la Manif et chez les Gilets jaunes. Mais ce qui est plus intéressant, c'est qu'elles vont à la fois réinvestir dans les occupations des rôles plutôt traditionnels, mais aussi, à la faveur de ce mouvement très horizontal, prendre des responsabilités qu'elles acquièrent avec plus de difficultés dans les mouvements sociaux habituels, dans les syndicats ou dans les partis. Peut-on dire également que cela a contribué à placer un certain nombre de préoccupations des femmes au devant de la scène? Je pense par exemple à la question des pensions alimentaires. Est-ce que on peut dire que directement ou indirectement, c'est un mouvement qui a mis l'éclairage sur ces thématiques, Magali Della Souda? C'est un mouvement qui a permis quand même, effectivement, de mettre la lumière sur la condition des femmes seules, des familles monoparentales avec enfants. Il y a aussi des papas seuls avec enfants qui sont chez les Gilets jaunes et qui nous ont parlé de tout ça. Ça, c'est le premier point, c'est certain. Et quand il y avait des cortèges de femmes ou des groupes de femmes dans le mouvement, il y a des femmes gilets jaunes, c'est pas seulement ces questions-là qu'elles ont mis au débat public, c'est la question des violences et c'est la question du travail. Ça, c'est quelque chose qu'elles ont porté. Dans quelle mesure peut-on dire que les femmes ont pris une importance plus grande que dans d'autres mouvements sociaux, Magali Della Souda? Je pense qu'elles ont eu un rôle, mais comme dans d'autres mouvements sociaux, de coordination important, mais qu'au niveau de la prise de parole et du porte-parole, ça a quand même été une dynamique pas toujours facile et pas toujours évidente. Alors,
toujours parmi les singularités qu'on note dans votre étude, Magali Della Souda, il y aurait beaucoup de ces participants qui seraient concernés par des questions relatives au handicap, des personnes handicapées. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que vous avez trouvé à cet égard? Alors ça, c'est aussi une des très grandes richesses de l'enquête et je salue le travail de mes collègues et je remercie les Gilets jaunes qui ont accepté de prendre part à cette enquête. Nous n'avions pas un questionnaire qui portait sur le handicap, mais spontanément, environ 1 personne sur 10 a mentionné y être confrontée soit directement, soit indirectement, en étant aidant d'un proche. Et pour nous, ça, c'est quelque chose de très significatif et de très important. C'est que c'est la première fois où on a un mouvement social où les personnes handicapées ont toute leur place, peuvent être coordinatrices ou porte-parole. Par exemple, chaque samedi à Bordeaux, il y a un temps où, place de la Bourse, les sourds ont accès, peuvent faire entendre leur voix, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi. Et ce sont des cortèges où on voit des personnes en fauteuil roulant, où il y a des Donc personnes c'est aveugles. pas seulement, pardonnez-moi, c'est pas seulement un biais de l'enquête, par exemple le fait que des personnes handicapées aient plus envie de répondre justement à votre questionnaire. Non, c'est pas qu'elles ont plus envie, c'est qu'elles sont là et qu'on les voit et qu'on est dans un mouvement social où là encore elles ont toute leur place. Elles ont toute leur place. Et la question d'ailleurs des violences dans les cortèges et des violences policières, elle pose problème avec ces populations parce que voilà, elles sont aussi les plus fragiles et les moins mobiles quand il faut faire face à des situations de conflit ou de violence. La question de la démocratie représentative. Ça, c'est un point important qui a été particulièrement investigué par mes collègues de Bordeaux, donc Tinette Schnetterer, Camille Bédoc et Loïc Bonin-Polignochon. Au début du mouvement et pendant le mouvement, on a beaucoup entendu que les Gilets jaunes rejetaient la représentation. D'abord parce qu'il y avait une pratique de démocratie directe, et puis parce qu'il y avait cette défiance vis-à-vis des partis. Quand on creuse, les choses sont beaucoup plus subtiles. Ils ne sont pas contre la démocratie représentative, les Gilets jaunes. Mais ce qu'ils demandent, ce qui ressort des entretiens, c'est qu'ils veulent plus d'écoute, c'est qu'ils veulent une meilleure représentativité, une meilleure représentation. Et là, on rejoint tous les questionnements sur quels sont les dispositifs, d'abord pour favoriser une représentation sociologique qui correspondent davantage à la réalité, pas seulement en termes de sexe, mais aussi en termes de classe. Et puis, quel dispositif? Est-ce qu'il faut du RIC, du tirage au sort? Et ça, tout ça est en discussion. On va continuer d'évoquer ce mouvement social et vos analyses. Magali Della Souda, vous êtes historienne et politiste et vous serez rejointe dans une vingtaine de minutes par un sociologue, Cyril Lemieux. Il est directeur d'études à l'EHESS et justement, comme il est sociologue tandis que vous êtes politiste, on va évoquer la manière dont les sciences sociales peuvent rendre compte de la société dans le sillage d'un festival qui va avoir lieu du 25 au 29 septembre à Marseille, dont France Culture est partenaire, un festival de sciences sociales intitulé « Allez savoir ». En attendant, allez, debout, il est 8h sur France Culture. Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner. Et l'on continue d'évoquer une enquête menée avec 70 chercheurs depuis novembre 2018 pour tenter de comprendre le mouvement social qui agite la France dans toutes ses facettes. Depuis le 17 novembre dernier, nous sommes en compagnie d'une historienne politiste, Magali Della Souda. Dans le billet politique de Frédéric Saiz, il était question de la France insoumise. Comment expliquez-vous, Magali Della Souda, que ce parti qui a été très en soutien de ce mouvement social n'en ait pas récolté les fruits? Mais ça, justement, c'est une des questions et une des intrigues qu'on aimerait bien résoudre et qu'on aimerait bien résoudre si on en avait les moyens. Parce que pour comprendre cela, il faudrait pouvoir faire des entretiens approfondis avec les participants au mouvement et voir pourquoi, en dépit de l'expression effectivement de revendications qui sont assez proches pour certaines d'entre elles de la France insoumise, il n'y a pas eu de capitalisation, il n'y a pas eu de traduction dans les urnes. Il y a même eu un effondrement. Et même un effondrement. Après, si on rapporte au poids numérique des personnes mobilisées sur les ronds-points,
des gilets jaunes mobilisés et de l'électorat, là, on revient à des choses plus congruentes. En revanche, pour le Rassemblement national, on n'est pas du tout sur ces dynamiques-là. Et donc ça c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment investiguer. Plus généralement, vous qui êtes politiste, comment expliquer qu'un mouvement que vous classez plutôt à gauche, si je ne défigure pas votre pensée, comment expliquer qu'un mouvement plutôt situé à gauche ne profite pas du tout à la gauche, puisqu'on a vu dans les urnes un effondrement des partis dits de gauche? Alors encore une fois, il faut faire attention à ce scrutin européen d'abord, puisque traditionnellement c'est un scrutin qui mobilise peu et qui mobilise peu les catégories qui sont les catégories principales qui composent les sociales, qui composent les gilets jaunes. Ça c'est le premier point. Et puis par ailleurs, peut-être qu'à gauche, il y a eu un éparpillement des listes et des candidatures qui n'étaient pas du tout en cohérence avec une demande justement de faire de la politique autrement, de transcender les clivages partisans. Et c'est quand même un mouvement qui certes a un agenda et des revendications plutôt à gauche, de justice sociale, de justice environnementale, de réforme institutionnelle plus démocratique. Donc ça, c'est des thématiques plutôt de gauche habituellement, mais avec une tonalité effectivement où chez certains gilets jaunes, il y avait l'expression d'un scepticisme, voire d'une contestation des institutions européennes. Donc peut-être aussi que c'est la traduction de ce désamour. Et puis, vous avez évoqué un mouvement sans leader. Alors effectivement, il n'y avait pas de mouvement doté d'un appareil, donc pas de leader officiel, même si on a vu des porte-paroles, alors des porte-paroles auto-institués, des porte-paroles médiatiques. Mais enfin, tout ceci, comment les considérer, Magali Della Souda, d'Éric Drouet, à Maxime Nicole, en passant par François Boulot? Alors, c'est une question complexe, mais dans l'enquête, on posait la question aux Gilets jaunes, est-ce que vous pensez que le mouvement doit se doter de porte-parole, justement? Et cette question, on l'a gardée tout le long, puisque entre le début et aujourd'hui, voilà, les choses ont bien changé. Les figures ont émergé, d'autres ont été contestées, d'autres... et donc, c'est compliqué de se positionner, mais... ce qu'on peut remarquer cependant, c'est que dans l'émergence de ces porte-paroles-là, il y a une disqualification plus forte et plus grande qui a frappé les femmes. Ingrid Levavasseur, Sophie Tessier ont fait l'objet de contestations et de critiques, y compris parce qu'elles étaient femmes, peut-être plus virulentes que les hommes. Et les hommes semblent avoir mieux tenu ce rôle-là, auto-institué plus ou moins, ou reconnus par les Gilets jaunes. Mais qu'est-ce qu'ils représentent selon vous, ces leaders auto-institués? Je ne sais pas comment les appeler, Éric Drouet, Maxime Nicole, etc. Est-ce qu'ils ne représentent qu'eux-mêmes? Ce qui semble quand même avoir été suivi, ces gens-là. C'est une question compliquée. Et là encore, il faudrait se donner les moyens d'investiguer. Il y a quand même eu tout un travail de collecte et de mise en forme des revendications que ces personnes-là ont porté. Donc, ils ne représentent pas tout à fait qu'eux-mêmes. Mais en même temps, le mode de prise de parole sur les réseaux sociaux, sans médiation, favorise aussi parfois l'expression d'un discours ou d'une revendication qui, effectivement, peut n'engager que la personne qui l'aimait. Et puis, toujours parmi les questions soulevées par ce mouvement, le rapport à la violence, avec finalement deux débats. D'une part, la question donc de la violence des manifestants, et puis la violence des policiers ou la riposte policière. Bref, là aussi, comment ça s'articule, Magali Della Souda? Alors, moi, je vais être très claire. Donc, c'est mon métier. Je suis les manifestations depuis pas mal d'années. J'étais à Gênes dans les années 2000 au contre-sommet du G8. Donc en termes de violence manifestante, je pense avoir vu un certain nombre de choses. Ce qui s'est passé dans ce mouvement-là est assez inédit et exceptionnel, même par rapport aux lois travail. Et la violence, elle ne vient pas tant des manifestants. Il faut vraiment en prendre acte. C'est une stratégie et une transformation du dispositif de maintien de l'ordre qui rompt complètement avec les pratiques et la doctrine instituée par le préfet Lépine au début du XXe siècle, de concertation. Alors, c'est lié peut-être au fait qu'effectivement, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de parcours déclaré. Donc, tout ce processus, toute cette mise en forme institutionnelle de la manifestation n'existait pas. Ça, c'est vrai.
Mais néanmoins, il y a eu des stratégies de nassage des personnes, de contention et de contact qui étaient nouvelles et qui ont été extrêmement déstabilisantes pour des populations qui étaient, pour beaucoup d'entre elles au début, majoritairement primo-manifestantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des gens qui savent se comporter dans un cortège et qui repèrent les moments où la violence va exploser, où ça peut être dangereux. On est avec des personnes qui sont sidérées, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne savent pas où se positionner. Et ceci va avoir un effet très profond. Alors, on n'observe pas de phénomène de radicalisation. Dans les questionnaires, il y a vraiment un désaveu profond pour le fait de provoquer des dégâts matériels. Je ne parle même pas des dommages corporels. Du coup, la minorité violente, alors je ne sais pas comment la qualifier, mais celle qu'on a vue, en tout cas à l'œuvre, à l'Arc de Triomphe, dans certains lieux et à certains moments précis, elle est quoi ? Ce sont des gens extérieurs au mouvement social, c'est une composante du mouvement social. Comment qualifieriez-vous cela, hein, Magali Della Souda ? Mais c'est très compliqué parce que d'abord, tous les auteurs des actes de vandalisme et des dégradations n'ont pas été identifiés, à ma connaissance, sur l'Arc de Triomphe, par exemple. Il y a la question des Black Blocs, qui sont arrivés plus tardivement dans le mouvement et qui n'avaient pas forcément de lien organique avec les Gilets jaunes et qui sont une population très, très différente de celle qui est sur les ronds-points. Donc, est-ce qu'ils sont Gilets jaunes ? Est-ce qu'ils sont un mouvement contigu ? Voilà, ça, c'est une question spécifique. Mais ça reste quelque chose de très marginal, mais de très spectaculaire, ces violences. Et c'est ça qui a été essentiellement relayé par les médias. Parce que un potager pacifique intéresse beaucoup moins qu'une poubelle qui brûle. Hein, voilà. Et puis, vient d'arriver dans ce studio Cyril Lemieux. Vous avez été aux prises avec des difficultés de circulation, Cyril Lemieux, mais vous êtes là. Vous êtes directeur d'études à l'EHESS et je vous ai invité pour avoir le regard des sciences sociales, pour dire ce que les sciences sociales peuvent, puisque vous organisez le 25 septembre prochain jusqu'au 29 septembre à Marseille un festival de sciences sociales. Vous avez notamment travaillé sur le rapport aux médias et on songe à la manière dont ce mouvement social dont on vient de parler, qui a lieu en France depuis le 17 novembre, a entraîné différentes modifications dans le regard qu'on pose sur les médias, mais aussi dans la manière dont les médias ont été critiqués pour la manière dont elles ont rendu compte de ce mouvement. Qu'en pensez-vous, Cyril Lemieux ? Tout d'abord, une petite précision. Ce n'est pas moi qui organise le festival qui aura lieu à Marseille du 25 au 29 septembre. Festival de sciences sociales, c'est mon institution, l'école des hautes études en sciences sociales. Sur le rapport des médias aux Gilets jaunes, je dirais que c'est assez symptomatique d'un problème plus général, qui est précisément le fait que les sciences sociales sont fort peu utilisées par rapport à ce qu'elles pourraient apporter par les médias et par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que ce qui a ressurgi avec la crise des Gilets jaunes sont des phénomènes qui sont étudiés finalement depuis assez longtemps par les chercheurs en sciences sociales. Transformation de la ruralité, transformation des classes populaires, transformation des classes moyennes, etc. Mais ça n'intéresse guère ni les politiques, ni les médias, sauf lorsqu'une crise survient. Et à ce moment-là, évidemment, on somme les chercheurs d'apporter des réponses immédiates. Alors, moi, je rêverais d'une liaison entre sciences sociales et médias qui soit toute différente, c'est-à-dire que les médias s'intéressent à la ruralité avant les Gilets jaunes, en dehors des Gilets jaunes, donc ils s'intéressent aux classes populaires, en dehors des explosions, des émeutes, etc. Ceci dit, ils le font, oui, tout à fait. Le service public le fait particulièrement, le fait plus. Mais ce que je veux dire aussi, c'est évidemment que ces crises ont quand même un effet bénéfique sur le traitement médiatique, c'est qu'elles obligent en quelque sorte les journalistes à s'intéresser à ces couches sociales que généralement on délaisse. Et là, je dois dire que moi, j'ai lu de très très bons reportages dans les médias, j'en ai écouté aussi à la radio, qui valent, je dois dire, beaucoup d'études de chercheurs en termes de qualité d'écoute et de précision. Bon, évidemment, ce qui manque parfois aussi, c'est un petit peu la dimension théorique, analytique, hein, mais chacun son métier, j'ai envie de dire. Et la dimension prévisionnelle, parce que justement, ce que l'on a pu lire aussi, c'était que les sciences sociales n'avaient pas été en mesure de décrire le mouvement qui venait, ou en tout cas qu'il avait surpris tout le monde, Cyril Lemieux, faute
évidemment d'une analyse précise de ce mouvement ou d'une capacité d'anticipation des sciences sociales. Vous savez, c'est peut-être un problème même de théorie sociologique de l'histoire que vous posez. Il existe des événements, des choses qui sont absolument, à certains égards, inédites. Donc, on ne peut absolument pas les prévoir. Par contre, en revanche, moi, je conteste l'idée que les sciences sociales n'auraient pas de capacité prédictive. Elles en ont une. On sait très bien que certaines politiques vont avoir certaines conséquences. On sait très bien que le délaissement de certaines populations va avoir certaines conséquences. On ne connaît pas exactement le moment où tout cela aura ses effets, la forme précise des effets, mais on peut néanmoins les prévoir. Donc, effectivement, les sciences sociales n'ont pas prévu dans le détail les gilets jaunes. Nul ne le pouvait les prévoir, finalement. Par contre, il y a un certain nombre de ressentiments, d'attitudes vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de sa condition sociale, qui sont totalement prévisibles et qui sont d'ailleurs déjà décrites dans des études antérieures au mouvement des Gilets jaunes. Et le ressentiment par rapport aux médias, comment l'expliquez-vous, Cyril Lemieux ? C'est un problème aussi de... disons d'intégration. Alors, il faut le voir, on le voit souvent d'une manière extrêmement critique, parce que ça donne lieu effectivement à des abus sur les réseaux sociaux, des critiques très virulentes des médias, des choses... Pas que sur les réseaux sociaux. Pas que sur les réseaux sociaux, mais des choses tout à fait, je dirais, d'un certain point de vue insupportables. Mais moi, j'ai envie de le voir aussi comme une demande de participation, c'est-à-dire comme quelque chose de plus positif, c'est-à-dire la volonté aussi de faire partie de la société politique. Et donc, même si cela se traduit par des choses un peu violentes, évidemment condamnables, il faut y voir peut-être, à mon avis, plutôt un processus d'intégration dans la société politique de groupes qui revendiquent de participer, d'y être. Alors c'est pour ça que d'ailleurs, il y a à mon avis un lien entre le complotisme, l'idée qu'on nous exclut d'un certain nombre de décisions, et cette revendication de participation. Expliquez-nous. Eh bien non, mais c'est par exemple, moi je travaille en ce moment là sur le complotisme, le rapport au complotisme chez des lycéens dans les quartiers populaires, et on voit que c'est une façon souvent assez maladroite, mais réelle, de s'intéresser à la politique. Alors vraiment... Est-ce que c'est une porte d'entrée dans la politique ? Est-ce que, par exemple, le fait de développer des théories complotistes permet ensuite, lorsque ces lycéens vieillissent, progressivement de voir que la réalité est différente ? Pas forcément. Est-ce que c'est un dévoiement ? Ouais. Non, mais pas forcément, mais c'est quand même l'idée d'essayer de trouver sa place dans un paysage politique et de participer et de dire nous existons, nous aussi, ici, nous avons un rapport à l'État. Alors ce rapport à l'État, il passe par le conspirationnisme, mais je crois qu'il témoigne de quelque chose de positif. C'est surtout ça que je voudrais dire. C'est-à-dire que cessons de regarder uniquement la face négative, qui est réelle, du conspirationnisme, essayons de voir quel type d'énergie sociale, au fond, sont investis dans ces phénomènes. Mais alors, vous dites, Cyril Lemieux, que les sciences sociales n'ont pas été suffisamment utilisées, ou qu'elles ne sont pas suffisamment utilisées par les médias, mais beaucoup pensent que les sciences sociales sont par trop idéologiques et que finalement, en lieu et place des chercheurs, on a affaire à des militants plus ou moins bien déguisés. Que répondre à ce type de critique ? D'abord, moi je répondrais que c'est un risque, effectivement, des sciences sociales, de se confondre avec l'idéologie. C'est pour ça que nous avons des méthodologies, c'est pour ça que nous avons des techniques, des méthodes qui nous permettent normalement de nous désidéologiser et de produire réellement de la science. C'est pour ça, alors moi je crois vraiment à l'expression science sociale. C'est possible de produire un regard, disons, plus objectif sur la société. Après, il y a sciences sociales, c'est tout un ensemble de disciplines, hein. Elles ont chacune, alors on peut y mettre la sociologie, l'histoire, l'anthropologie, mais aussi l'économie, les sciences cognitives même. Et donc, elles ont chacune, ces disciplines, leur propre technicité, leur propre méthodologie, et elles ont chacune leur propre rapport à l'idéologie. Ça, je pense, c'est un point très important. C'est-à-dire, on dit souvent la sociologie, c'est de gauche, etc. Sans doute, il y a un tropisme. Mais l'économie, il y a un tropisme avec le libéralisme. De même que les sciences cognitives, on pourrait le montrer. Voilà, donc... la liaison avec l'idéologie, c'est pas forcément uniquement avec
disons, les idéologies de gauche. Il y a aussi des sciences sociales qui ont des affinités avec plutôt des pensées libérales et pour certaines même conservatrices. Qu'est-ce que vous en pensez, Magali Della Souda? Alors moi, je voudrais nuancer peut-être un petit peu ce que vous venez de dire sur la manière dont les médias n'ont pas eu recours aux sciences sociales. Effectivement, moi, ce qui m'a frappé dans ce mouvement, c'est qu'on est venu nous chercher. C'est qu'on est venu chercher des femmes de province pour avoir des données et connaître, voilà, et s'appuyer sur des travaux de sciences sociales. Et ça, pour moi, c'est nouveau. Ça n'avait pas été le cas dans les grosses mobilisations éruptives précédentes. Et je pense ici à la Manif pour tous, qui a aussi frappé par son caractère inattendu et spectaculaire. Donc là-dessus, je nuancerai un peu. Et on a eu une très grosse pression médiatique. Et ça, l'autre défi que nous avons, nous, chercheuses et chercheurs, à relever, c'est comment y répondre, parce que le temps de la recherche n'est pas celui des médias et n'est pas celui du politique. Et comment y répondre sans sacrifier à la rigueur méthodologique dont Cyril Lemieux venait de parler, puisque effectivement, ce qui distingue un travail de sciences sociales d'une investigation journalistique de très grande qualité, c'est quand même cette méthodologie et le fait qu'on va discuter, s'inscrire dans des controverses scientifiques. Et donc pour ça, il nous faut des outils, il nous faut du temps, il nous faut des moyens aussi. Et en ce moment, on est sur des manières de faire de la recherche, et notamment pour les sciences sociales, où on nous invite toujours à répondre à la demande du politique, à répondre à des appels à projets, avec des taux de réussite très aléatoires et qui entraînent des financements très spécifiques, décalés dans le temps. Et nous ne sommes pas capables de répondre à cette demande et à ces attentes des citoyens et des médias. Et donc ça, pour moi, c'est un problème parce que ça conditionne même nos méthodologies et nos épistémologies. Alors vous parlez justement de méthodologie, tous les deux. Cyril Lemieux, est-ce que justement une manière d'en finir avec l'idéologie, ça ne serait pas par exemple d'avoir des chiffres, des données brutes, des choses solides, par exemple les sciences cognitives qui font des expériences, ça pourrait permettre peut-être d'en finir avec l'idéologie? Mais attendez, il y a énormément de chiffres déjà dans nos disciplines, hein, énormément. Donc c'est pas du tout à mon avis le problème. Il y a une scientificité des sciences sociales. Alors je vais parler ici plus particulièrement de la sociologie, de l'histoire et de l'anthropologie, qui sont, si on suit Jean-Claude Passeron, le cœur en fait, épistémologique des sciences sociales. Il y a une épistémologie qui n'est pas celle des sciences de la nature, qui utilise des chiffres, certes, mais qui surtout implique une forme de réflexivité sur la production des chiffres et sur les effets des sciences sociales elles-mêmes sur la société. Et tout ça, alors là, je serai assez catégorique, tout ça est beaucoup plus scientifique que si on traitait avec les moyens des sciences de la nature des phénomènes sociaux. Et là, je tiens à dire cela parce que il n'y a aucun complexe d'infériorité à avoir pour les chercheurs en sciences sociales vis-à-vis des sciences de la nature. C'est le résultat, les sciences sociales sont le résultat de plus d'un siècle et demi de recherche, de tâtonnement, et on a vu ce que se donnait l'objectivisme des sciences de la nature lorsqu'il est appliqué à l'analyse des phénomènes sociaux, c'est-à-dire des catastrophes très idéologiques. Il faut définir ce que vous voulez dire par là, parce que je vois que le festival auquel vous participez, Cyril Lemieux, s'intitule « En finir avec la nature ». Faut-il y voir, par exemple, une attaque contre ces sciences cognitives qui considèrent finalement qu'il y a un certain nombre de phénomènes qui sont inscrits dans la nature humaine et que si l'on dévoilait ces phénomènes, finalement on atteindrait la vérité des sociétés? Alors d'abord, juste encore une précision, il y a un point d'interrogation. En finir avec la nature, point d'interrogation, c'est très important parce que la dimension controverse, débat est très importante dans nos disciplines. Donc on ne tranche pas aussi facilement, on ne se débarrasse pas aussi facilement de la nature. Ceci dit, évidemment, cette réflexivité dont je parlais, propre aux sciences sociales, nous amène à éviter en général de parler de nature humaine comme d'un universel, pour essayer de voir plutôt comment les hommes sont produits, les hommes et les femmes, sont produits de société et sont des produits socio-historiques. Et ce n'est pas la même chose d'être un homme ou une femme dans notre société et l'être chez les Yanomami ou dans l'Antiquité, au 5e siècle avant Jésus-Christ. Alors ça, c'est vous qui le dites, puisque d'autres pensent au contraire qu'il y a des mécanismes scientifiques, c'est-à-dire que c'est simplement la façon de parler, d'être, de penser, de se penser par rapport au groupe. Tout cela est différent et je ne pense pas que les gens des sciences cognitives soient en désaccord avec ça. C'est tellement évident.
quelles sont les sciences qui vont traiter de ce changement-là, de cette dimension sociale qui est en nous, qui n'est pas réductible à des mécanismes cognitifs universaux, qui existent aussi, hein, mais qui est tributaire de la dimension sociale historique. Il faut des sciences spécifiques pour ça. C'est des sciences très compliquées, ça s'appelle les sciences sociales. Magali Della Souda, votre point de vue là-dessus? Oui, alors je voudrais juste rappeler quelque chose, c'est qu'il y a aussi des sciences du vivant où il y a des controverses très vives et où on ne peut pas toujours se fonder sur les chiffres, le quantitatif pour répondre à des problèmes très concrets. Je pense ici au cas des perturbateurs endocriniens. Si on se base uniquement avec des protocoles de evidence-based medicine, on n'arrive pas à... Evidence. Alors, c'est un terme qui signifie qu'en gros, pour attribuer une causalité entre deux phénomènes, il faut avoir énormément de données statistiques et donc de très grands nombres. Quand vous avez des effets de contamination avec des substances toxiques qui se déclencheront plus tard, c'est pas comme ça qu'on peut aboutir à une meilleure connaissance du vivant. Donc même là, il y a des controverses. Et même là, c'est les sciences sociales aussi qui ont permis d'irriguer et de transformer parfois certains paradigmes. Et je rejoins tout à fait le fait que nous avons un réel apport. Je veux dire, les méthodes que nous mettons en place, y compris avec nos désaccords épistémologiques, elles permettent quand même de rendre compte d'un monde social dans sa complexité et dans sa réalité. Et on a tendance trop souvent parfois à opposer les sciences sociales et les sciences du vivant, et je pense ici à la biologie, de manière un petit peu caricaturale et artificielle. Alors qu'en fait, les savoirs biologiques aussi sont les produits d'une époque et d'un moment donné, d'un état du champ et des controverses scientifiques. Et puis aussi, Cyril Lemieux, alors ça c'est une critique inverse, mais on a l'impression qu'il y a de plus en plus d'experts dans les sciences sociales, les sociologues étant très spécialisés comme les autres sciences d'ailleurs, et de moins en moins de théories unificatrices ou de théories englobantes. Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense que c'est un drame qui s'explique par des processus sociaux de professionnalisation, de spécialisation, qui amènent effectivement un certain nombre de chercheurs en sciences sociales à croire qu'ils sont simplement les experts d'un domaine, ce qui répond à une demande, hein, mais ce qui ne correspond pas à l'ambition et la vocation des sciences sociales, qui est d'avoir un regard, un point de vue sur l'humanité entière, si je puis dire, depuis effectivement une zone de spécialisation. Hein, il ne s'agit pas de parler de manière vague et générale des êtres humains, des sociétés humaines. On en parle depuis des objets empiriques, mais lorsqu'on travaille sur ces objets empiriques, on a en vue la variation anthropologique que constitue l'ensemble des sociétés humaines. Et ça apporte une dynamique totalement différente dans l'enquête. C'est-à-dire que quand vous travaillez sur les Gilets jaunes, vous avez en tête d'autres mouvements dans l'histoire française, à travers le monde, dans d'autres sociétés. Et c'est ça qui vous amène à en parler autrement qu'en expert répondant à une demande, mais en quelqu'un qui s'interroge sur un certain nombre de questions d'ordre anthropologique, en fait. Donc cette dimension théorique, pour moi, elle est fondamentale à défendre aujourd'hui. Un mot, Magali Della Souda. Un tout petit mot. Ce que je voudrais rappeler quand même, c'est qu'il faut distinguer ces experts, souvent sociologues, qui interviennent parfois dans les médias et à qui on donne beaucoup la parole, des scientifiques, des réels scientifiques qui s'appuient sur des données empiriques, solides, construites, quelle que soit l'origine de ces données. Et qu'on donne trop la parole parfois à des théoriciens qui parlent souvent peu des faits sociaux concrets. Magali Della Souda, Cyril Lemieux, je rappelle cette première édition du festival Allez savoir, festival des sciences sociales, dont le thème est En finir avec la nature, point d'interrogation. C'est à Marseille du 25 au 29 septembre prochain. L'entrée est libre et c'est une initiative de l'École des hautes études en sciences sociales dont France Culture est partenaire. Je vous présente une tribu un peu étrange, la tribu TTC avec Hervé Gardette en transition. Et nous allons partir ce matin, Guillaume, à la recherche du top modèle. La théorie culturelle de Mathilde Serrel. Au palais de la Porte Dorée, il y a bien plus à réparer que des murs. Et enfin, Aurélien Bélanger et sa conclusion. Le jour où la France et l'Angleterre ont failli devenir le même pays.